Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Labo de Jay pour une vidéo spécialement dédiée au HDR10+. Au programme, un bref rappel de quelques notions de base afin de mieux comprendre le fonctionnement du HDR10+. Nous verrons ensuite les étapes clés de la création de ce format, ses caractéristiques techniques et son écosystème. Puis je vous ferai un atelier pour vous montrer les différences entre le HDR10 et le HDR10+. Et enfin, dans la dernière partie, nous irons à la rencontre de mon ami Florian Friedrich de FF Pictures, qui nous détaillera la création d'un contenu HDR10+. Mais d'abord, générique. Petite précision avant de commencer, j'ai beaucoup parlé de Dolby sur cette chaîne et assez peu de HDR10+. C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais rétablir un peu la balance. J'entends toujours la même chose, à savoir que tel format de HDR est supérieur à l'autre. Alors, je vais mettre les choses au clair tout de suite, et je voudrais surtout vous faire comprendre que HDR10+ et Dolby ont des workflows et une approche totalement différentes, mais que les deux fournissent de très bons résultats. Il ne s'agit absolument pas de les comparer ici, ni de vous dire lequel est le meilleur. On peut considérer le HDR10+ comme une évolution du HDR10. Mais pour bien comprendre comment il fonctionne, je vais vous rappeler quelques notions importantes. Le HDR, c'est une norme qui va vous permettre d'afficher une image plus riche. Cette image, elle a des caractéristiques particulières. Tout d'abord, elle est définie par un gamut qui caractérise l'ensemble des couleurs qui sont affichables par un système. Vous voyez ici l'intégralité des couleurs que l'œil peut percevoir. Sur nos télé HD, le gamut utilisé est le Rec 709 qui couvre 38,7% de la vision humaine. Pour le cinéma, le gamut utilisé est le DCI-P3 qui couvre 41,7% de la vision humaine. Et pour le HDR, le gamut utilisé est le BT2020 qui couvre 57,2% de la vision humaine. Alors attention, tous les contenus HDR n'exploitent pas l'intégralité du BT2020. La majeure partie des films sont encore étalonnés en P3, donc à l'arrivée vous avez bien souvent du P3 encapsulé dans du BT2020. Sachez aussi que la plupart des systèmes d'affichage, qu'ils soient grand public ou professionnels, ne sont pas non plus capables d'afficher la totalité du BT2020. L'autre caractéristique importante du HDR, c'est sa courbe de transfert. C'est elle qui va permettre de convertir le signal électrique en image afin de l'afficher sur votre système d'affichage. Pour les contenus HD, on parle de courbe gamma, cela peut être du gamma 2.2, 2.4 ou encore la courbe BT 1886. Pour le HDR, on parle de la courbe EOTF PQ ST 2084. C'est une courbe absolue qui a pour particularité de faire correspondre une valeur encodée à une valeur affichée. C'est-à-dire que si vous filmez un élément dont le pic lumineux est à 500 nits, à l'affichage, vous devez retrouver 500 nits. La courbe PQ, elle va vous permettre de restituer des valeurs allant jusqu'à 10 000 nits. Pour l'instant, en 2021, il n'y a aucune télé qui n'est capable d'afficher de telles valeurs. Les valeurs maximales que vous pouvez trouver sur un OLED, c'est en général 8 à 900 nits, mais dans la majeure partie des cas, vous êtes plutôt proche des 600. Quant au LCD, vous pouvez trouver certains modèles qui vont jusqu'à 2500 nits. Enfin, la dernière caractéristique importante, c'est la profondeur de couleur. Une image est composée de rouge, de vert, de bleu. Pour les contenus SDR que l'on regarde tels qu'ils nous sont proposés en diffusion, on a 8 bits par canal, soit environ 16 millions de couleurs. Les contenus HDR, eux, sont encodés en 10 bits par canal, soit un peu plus de 1 milliard de couleurs. Ça permet d'afficher beaucoup plus d'informations dans les dégradés et de nuances de couleurs, ce qui va réduire les effets d'escalier qu'on appelle bending. On va aborder maintenant un point essentiel. Les contenus HDR ont parfois des intensités lumineuses et des informations de couleurs qui peuvent largement dépasser ce que vos appareils sont capables de reproduire. Prenons cette image, elle a des couleurs situées largement au-dessus du Rec 709 et du P3, et des intensités lumineuses max supérieures à 4000 nits. Que va-t-il se passer si je regarde cette image sur une TV qui peut restituer que 70% du BT2020 et un pic lumineux max affichable de 600 nits? Il va falloir transformer ce signal pour l'adapter à ce que peut afficher votre système d'affichage. Et cette opération, c'est le tone mapping. Elle est rendue possible grâce aux informations qui sont contenues dans le signal qu'on appelle metadata. On va parler de metadata statique et de tone mapping statique quand on a des informations qui vont appliquer une transformation unique sur l'ensemble du contenu, comme c'est le cas avec le HDR10, et on parle de metadata dynamique ou de tone mapping dynamique quand les informations sont issues d'une analyse scène par scène qui vont permettre un affichage beaucoup plus précis et éviter des transformations sur des images qui n'en ont pas besoin. C'est ce que va vous proposer le HDR10+. Un film est composé de scènes différentes avec des intensités lumineuses variées. Si on a des intensités très élevées dans une scène, le tone mapping généré à partir de ces informations peut avoir un impact assez fort sur l'image. Soit le contenu va apparaître plus sombre pour éviter du clipping et de la saturation dans les hautes lumières. Alors le clipping, c'est lorsque vous perdez toutes les informations dans les hautes lumières comme vous pouvez le voir ici.
soit les hautes lumières vont saturer pour éviter d'assombrir les zones sombres. Dans tous les cas, c'est une affaire de compromis. Gardez en tête que le taux de mapping est dépendant de deux choses, les caractéristiques de votre système d'affichage et les caractéristiques du contenu. Si votre contenu présente des intensités que votre appareil n'est pas capable d'afficher, le taux de mapping va se déclencher et va compresser le signal pour assurer un affichage cohérent. Mais si le contenu ne propose pas des valeurs qui dépassent ce que l'appareil peut afficher, il n'y a aucune raison de faire du taux de mapping. Le contenu sera affiché sans être modifié. C'est du cas par cas. Comme je vous le disais en préambule, on entend très souvent telle ou telle norme est supérieure à l'autre. Alors la seule façon de prouver qu'une image est meilleure que l'autre, c'est d'avoir le master étalonné original sur un écran de référence et de comparer l'image HDR qui s'en rapproche le plus. Celle qui va le moins déformer l'intention artistique de base. Que vous ayez l'impression qu'une image soit plus flatteuse, qu'elle soit plus saturée ou plus contrastée ou je ne sais quoi, c'est purement subjectif. Ce qui compte, c'est qu'elle soit conforme à ce qui a été validé en salle d'étalonnage. Le plus important, c'est restituer l'image qui a été créée par les auteurs de la façon la plus fidèle possible. Et c'est l'un des points faibles du HDR10. En effet, il n'y a pas de standardisation du HDR10. Chaque constructeur va ajouter ses propres caractéristiques afin de vous offrir l'image la plus flatteuse possible. C'est ce qu'on appelle le post-process. C'est parfois très variable d'un constructeur à l'autre, voire d'un modèle à un autre. Le HDR10+, couplé au mode filmmaker, va s'assurer que la télé ne rajoute aucun post-process et vous restitue l'image telle qu'elle a été initialement créée. En 2016, le standard est déposé à la SMPTE sous la norme 2094-40. En août 2017, Fox, Samsung et Panasonic fondent le HDR10+ LCC. En février 2018, lancement du programme de certification et 4 centres de test sont validés, TTA en Corée, à Lyon au Japon, BlueFocus aux USA et TIRT en Chine. En juillet 2018, première télé HDR10+ lancée conjointement par Samsung et Panasonic. Viennent ensuite des mises à jour, la V1.2 en janvier 2019 avec le déploiement sur les mobiles, la V1.3 en septembre 2019 avec la prise en charge des amplis barres de son et encodage VP9 pour YouTube, la V1.4 en janvier 2020 avec la prise en charge du DisplayPort, de l'encodage AV1 et de la 8K, et enfin la V1.5 en septembre 2020 avec l'arrivée des premiers vidéoprojecteurs compatibles. Pour la création d'un contenu HDR10+, pendant le mastering, le système recueille des statistiques complètes sur la distribution de la luminance qui décrivent tous les niveaux de gris de chaque scène. Les métadonnées comprennent le nombre exact de pixels dans 9 plages de niveaux de gris différentes. Ces données sont ensuite utilisées pour construire une courbe de taux de mapping personnalisée pour chaque scène. Cette courbe sera incluse dans les métadonnées qui se présentent sous la forme d'un fichier texte JSON. Ces métadonnées seront ensuite intégrées au fichier vidéo et on obtient un fichier HEVC H265. Il sera HDR10+ sur les appareils compatibles et rétrocompatible HDR10 sur les autres appareils. Chaque appareil grand public ajustera cette courbe en fonction de ses capacités de luminosité. Ainsi, le HDR10+ fera en sorte que les zones sombres ne soient pas enterrées, que les teintes dans les hautes lumières ne soient pas altérées, que les teintes de peau soient préservées et que le bending et le clipping soient limités. Les caractéristiques techniques du HDR10+ sont les suivantes. Le gamut utilisé est le BT2020, il est basé sur la courbe PQST 2084, la compression utilisée est du 4.2.0, la définition c'est du 2K, 4K ou 8K, le mastering se fait à partir de contenus dont la profondeur de couleur est au minimum de 10 bits, mais ça peut être du 12 ou du 16, et le fichier final sera encodé en 10 bits. Il peut restituer jusqu'à 10 000 nits, et comme évoqué précédemment, les métadonnées dynamiques sont stockées dans un fichier texte JSON. Le HDR10+ est un standard dit open source, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il peut accepter de nombreux codecs. Il y a un programme d'adhésion, les adoptants doivent verser une cotisation annuelle, mais ce n'est pas une licence payante sur chaque modèle d'appareil. Ils pourront ainsi accéder au programme de certification délivré par les centres de test. Le HDR10+, c'est plus de 116 adoptants entre les marques de TV, les marques de mobile, les contenus, les OS, les composants compatibles et les services OTT. Parmi les producteurs de contenu, on trouve la 20th Century Fox, Lionsgate, Paramount Pictures, Universal, Viacom CBS et la Warner Brothers. On dénombre environ 55 titres disponibles en Blu-ray, et il est disponible sur les appareils suivants. Pour les amplificateurs, on retrouve les marques Denon et Marantz, les lecteurs Blu-ray Panasonic et Samsung. Concernant les mobiles et les tablettes, c'est plus de 100 appareils répartis sur 12 marques, à savoir Asus, Black Shark, Fujitsu, Oppo, Lenovo, Meizu, Motorola, OnePlus, Realme, Samsung, Vivo et Mi. Concernant l'affichage, c'est plus de 3000 appareils répartis sur 9 compagnies.
à savoir Mi, Oppo, Hisense, Lucoms, Metz, Panasonic, Samsung, TCL, TPV et Toshiba. Pour les services de streaming, on retrouve Google Play, Ivy, Magenta TV, Megogo, Paramount+, Prime Video, Rakuten TV, Watcha et YouTube. À savoir que sur Prime, tous les contenus 4K HDR sont systématiquement en HDR10+, même si le logo ne s'affiche pas sur votre télé. Pour les appareils OTT, on retrouve le HDR10+ présent sur Amazon Fire Cube, Fire Stick, Google Chromecast et Roku Streaming Player. Et voici une liste partielle de partenaires, que ce soit des prestataires pour encodage ou des fournisseurs SoC. Je vous ai préparé une petite séquence avec des images que je suis allé prendre chez Artgrid.io. Alors j'ai fait un petit patchwork de scènes sombres et de scènes avec des intensités lumineuses pouvant aller jusqu'à 10 000 nits. Cette séquence, je vais la diffuser sur un moniteur d'étalonnage de référence, à savoir l'un des moniteurs les plus utilisés en étalonnage HDR et en finalisation, le Sony HX310 4K HDR. Alors c'est un petit bijou qui coûte des dizaines de milliers d'euros, et sur ce moniteur va être affiché le signal sans tone mapping. Alors attention, ce moniteur est fait pour masteriser des contenus qui ne dépassent pas les 1000 nits. Il est capable d'afficher la totalité du gamut P3, mais pas la totalité du BT2020. Donc tout ce qui va dépasser les 1000 nits sera clippé. En revanche, je me suis assuré que le signal soit pas écrasé sur mon oscilloscope, c'est-à-dire que visuellement sur mon écran qui fait pas de tone mapping, l'image est clippée. En revanche, sur une TV qui a la possibilité de faire du tone mapping ou du roll-off de façon précise, l'information sera restituée correctement. Le master de cette séquence est un fichier ProRes 4444 en BT2020, ST2084 et en 12 bits, qui sera lu depuis mon MacBook, relié à un boîtier AJA, lui-même relié au moniteur Sony. Ce fichier ProRes, il sera aussi encodé en HEVC HDR10 par mes soins et en HDR10+ par les équipes de Samsung USA. Ces deux fichiers ont été chargés sur des clés USB que je vais brancher sur chaque téléviseur. J'ai aussi utilisé le Blu-ray de Spears & Minsil qui contient la même séquence en HDR10 et en HDR10+ avec des intensités atteignant les 10 000 nits et aussi une version taux mappée à 1000 nits. Je vais donc diffuser ma séquence master sur le moniteur de référence et la comparer avec sa version HDR10 et HDR10+ sur un panel de 5 TV différentes. Je ferai ensuite la même chose avec les clips de Spears & Minsil. Alors le but c'est absolument pas d'opposer les marques ou les modèles, d'ailleurs ceux-ci seront cachés. Je veux juste vous montrer comment le tone mapping transforme les contenus en fonction des intensités. On peut voir sur ce premier exemple que l'affichage des dégradés se fait de façon bien plus précise sur la version HDR10+. C'est pas une question de différence d'encodage, mais bien la gestion des hautes lumières et de la saturation qui est ici bien plus précise. De même ici, on a beaucoup plus de détails dans les nuages et de saturation dans le bleu sur la version HDR10+. Sur cet élément issu du Blu-ray de Spears & Minsil, on a de très hautes intensités lumineuses. Le tone mapping est très important. Si on regarde aussi l'arrière-plan, on voit que les arbres sont plus détaillés et la couleur est mieux gérée sur la version HDR10+. Regardez cette image de ciel, la gestion de la saturation dans la haute lumière est assez mal rendue en HDR10. On est beaucoup plus proche de la source affichée sur le Sony avec la version HDR10+. Regardez ici, c'est pareil, la version HDR10+ est beaucoup plus détaillée. On récupère la couleur, le détail dans les nuages et les teintes orangées. Regardez le soleil, il est ici beaucoup mieux dessiné et on est beaucoup plus proche de la source affichée par le Sony en HDR10+. Ce champ de coquelicot nous offre des valeurs de rouge et orangé très saturées, qui encore une fois sont beaucoup mieux retranscrites et plus proches de la source affichée par le HX310 avec la version HDR10+. Là on peut voir que la gestion du tone mapping est très compliquée sur cet appareil avec des intensités aussi élevées dans l'image. La robe des chevaux est très assombrie comparée à la version HDR10+. Comme vous pouvez le constater, l'apport du tone mapping dynamique et le fait de désactiver le post-processing nous procurent une image plus fidèle à la source. Les metadata dynamiques sont en effet très utiles sur des appareils qui ne peuvent pas restituer la totalité des intensités lumineuses d'origine. Mais avec l'arrivée des nouveaux appareils qui vous restituent jusqu'à 2500 nits, l'utilisation des métadonnées dynamiques sur des contenus qui ne dépassent pas les 1000 nits s'avère moins cruciale. Maintenant,
Il y a un autre élément qui va faire changer la donne. Ce sont les conditions de visionnage. Souvent, on regarde dans des environnements très lumineux, ce qui va avoir un impact direct sur votre perception et sur la qualité de restitution de l'image. Le HDR10+ Adaptive est la réponse à cette problématique. Vous avez un capteur qui va analyser la luminosité ambiante de la pièce, et grâce aux métadatas dynamiques, l'image sera adaptée en temps réel pour compenser les scènes trop sombres si la pièce est très lumineuse. Bon, j'étais assez sceptique, mais comme vous pouvez le constater, c'est plutôt efficace. Là encore, les métadonnées dynamiques vont jouer un rôle très important pour vous permettre de restituer une image plus fidèle en fonction de la luminosité de votre environnement. Je voudrais maintenant vous présenter mon ami Florian Friedrich. Il a créé la société FF Pictures qui produit beaucoup de contenu HDR, que ce soit pour les OTT ou pour des Blu-ray 4K HDR. Il a aussi développé le logiciel HDR Master que j'utilise depuis quasiment le début de cette chaîne pour mes analyses de Blu-ray. Et Florian m'a aussi aidé l'année dernière pour produire et encoder un contenu HDR qui est disponible dans tous les formats HDR en téléchargement sur le labodej.com. C'était également un partenaire HDR10+ et Dolby Vision. Je vous propose maintenant d'accueillir notre invité. Hi Jay, it's really nice talking to you. I think the test and demo footage from last year, which was provided for free, really made its way to enthusiasts and reviewers worldwide, and so let's keep on doing that. Also, I want to support the good work that you're doing in explaining HDR. Most likely I get ProRes files, 444 or 444XQ, which are quite solid in my opinion. They deliver a 12-bit and reasonable data rate. In very rare cases, I also get like TIFF sequences and DPX sequences. But basically, you know, it's important to have some sort of metadata defining the signal, and ProRes is a good format for that. In order to explain the process of creating and injecting HDR10+ into videos, I've created a short tutorial using my software. The first step is to import your video into HDR Master. Now it's time to analyze the HDR signals. Therefore, we switch to the Tools window. Most convenient to analyze everything we may need is using the inspector on the left side. In this inspector module, you may enable or disable the items you want to have analyzed for the file. In our case, for adding HDR10+ dynamic metadata, we will checkmark MaxCLL MaxFall analysis and generate HDR10+ metadata. Now we start generating the information we need for adding dynamic metadata by pushing the Start Analysis button. Let's switch to the dynamic metadata module. It's the plus icon here, and you'll also immediately recognize the HDR10+ logo on the upper right. The diagram overlay in the picture shows us the dynamic metadata items for the current frame. Basically, you are able to see all the dynamic metadata values at once. Now, after HDR Master performed the initial analysis, there are a few additional files in the directory of the video. Now that we have all the info needed, we can take care of the scenes. It is crucial that the scene changes match the video content, as HDR10+ dynamic HDR metadata is designed to provide statistical information for each scene, helping the TV or projector to make the right tone mapping decisions. An even better way to start working with scenes is importing an EDL for the scene cut information. For this video clip, I simply exported the EDL from Resolve Timeline and imported it into HDR Master. Please be reminded that anytime a new scene starts, changed metadata gets submitted to the display device. This means that if new metadata is triggering changes in the picture when there is no significant signal change, you may see some strange effects. Of course, we want to avoid such errors. Therefore, I advise checking every scene chain in detail. After checking and editing all scenes, we need to recalculate the statistics for each scene. Fortunately, HDR Master does not need to analyze the whole video again, as we already have statistic information for all frames from the previous analysis. You are now able to export the dynamic metadata as a separate JSON file and/or write it directly to your HEVC video. Please note, this does not re-encode the video. The video stream is copied and the dynamic metadata is added to it. It works for elementary streams as well as containers like MP4
and it's used by post-production facilities worldwide in order to add HDR10 Plus to HDR videos on Ultra HD Blu-ray or MP4 files for direct playback on television devices or supporting platforms like YouTube. For validating HDR10 Plus metadata, I recommend using an entry-class TV, as the resulting changes of the dynamic metadata are more significant when the display can't keep up with the image quality of the mastering environment. When writing the HDR10 Plus video, you can use the previously analyzed MaxCLL and MaxFall values and add them to the file. That's it, you're done. Have fun with your HDR10 Plus video. Both formats can use the exact same signal. We are using BT2020 as a container. We're using the PQ EOTF. Basically, dynamic metadata gets added to that signal. This metadata is specified in SMPTE 2094 and basically is there to narrow the gap in between the quality capabilities of a mastering monitor and the quality capabilities of your consumer device. In case of HDR10 Plus, we have a situation where this metadata is only statistical metadata, allowing the TV, to make decisions for the tone mapping and narrow the gap in between the mastering monitor and the consumer TV. That works with dynamic metadata on a scene-by-scene basis. I think it is a good idea to deliver the signal that was actually fed to the mastering monitor, trying to deliver that exact same signal to the consumers at home, and then only using the dynamic metadata in order to close the gap, the quality gap. Ideally, you have a situation where your TV comes close to the capabilities of the mastering monitor and you don't need this dynamic metadata. On a production side, a Dolby workflow is usually done within a P3 container. So everything is basically created in full range and in a P3 container until you have some intermediate file, some like IMF file with all the metadata that is included in the Dolby Vision format. From there, you create other deliverables. The Dolby encoding engine is then using this P3 full range signal in order to map it to a BT2020 legal range signal. It could be mapped to a lower luminance, a base layer up to a specific luminance, and the enhancement layer to another luminance. And I'm using that words on purpose because there's tone mapping going on. Tone mapping, in my opinion, can be avoided and it's not always necessary. So when I encode HDR10, just regular HDR10, that's fastest. That can be done in like a day. Second fastest is HDR10 Plus, where the movie has to be split into the scenes, and each scene has to be analyzed for creating the metadata. The longest time to encode is actually with Dolby Vision. You have to see that there might be 10 terabytes of data during the encoding process. And even with those fast computers, the process can take like a week. And now you can imagine that after a week, you find something in the QC and you have to correct it. That can be a real pain. So I'm hoping that Dolby Vision encoding, at least for Ultra HD Blu-ray, is getting faster. If I have to deliver for OTT only, Dolby Vision is as fast as the other formats. I'm rendering basically an MXF file in an IMF container, but that's quite quick. So a couple of hours after the movie is done. There's also the case of hybrid productions, where after the Dolby Vision part is done, I'm adding HDR10 Plus metadata. So it actually has both HDR10 Plus and Dolby Vision in one encoding. You can't say, oh, this format is better than the other. It doesn't make sense. I've seen situations where reviewers looked at the HDR10 and 10 Plus signal of the disc and compared it with the Dolby Vision signal on the disc. But unless you have deep knowledge about the workflow, you can't really compare it. And my point here is basically saying that signal is the same.
there is, please don't let us start with, this 12-bit nonsense on consumer TVs. It doesn't work at this point. The enhancement layer, it's good ideas, no question about it. The differences that people are seeing come from the quality differences in the TVs. Please don't judge, HDR10 Plus is better, Dolby Vision is better. It just doesn't make sense. And what actually is a mastering monitor, and how is it that such a tiny device with only 32 inches of diagonal costs 40,000 euros? When creating HDR content, it comes down to the finest nuances. Every adjustment to the controller, no matter how small, must be exactly reflected on the display. A mastering monitor must reproduce shadow areas in a differentiated, contrasted manner and without color distortion. And it doesn't matter whether the rest of the image is light or dark. Bright areas, on the other hand, must appear with the luminosity of the signal. In addition, for colors, it is very important to show not only precision and gradation up to 12-bit accuracy, but also color volume, meaning the capability of the display to show saturated colors in bright and dark areas of the image. A good mastering monitor does not burn in. Station logos, test patterns and similar elements do not leave any traces in the picture. In case of this Sony HX310, it is an LCD monitor with two LCD layers, one behind the other, and a constantly strong LED background light leading to a luminance of up to 1000 nit per square meter. And since one LCD layer is responsible for dimming at the pixel level, there are consistently high contrast values of up to 1,000,000 to 1. No television today is capable of keeping up with that. A good television ideally comes very close to a mastering monitor, which means it has similar image properties. The Neo QLED technology is a further development of Samsung's QLED panel, which uses new quantum mini LEDs as a light source. On the other hand, we have a 48-inch OLED TV with self-emitting pixels, of course. And in the middle we have our reference, the previously discussed mastering monitor, and I've already taken the time to make a detailed comparison. No TV can do what our mastering monitor does. On the other hand, every inch of diagonal is important when you're dealing with HDR and 4K images. Incidentally, there are also TVs in post-production houses. These TVs are used as client monitors. It's for preview purposes. They don't represent the signal in a binding manner. It's not like the mastering monitor. It's not for serious content creation. This OLED is one of these client monitors, and it has a generally very good image quality with deep blacks even from the side. The colors are very accurate in the medium brightness range and can also be calibrated. On the other hand, the device shows weaknesses in terms of color volume, where depending on the image content, large saturated color areas do not shine with excessively high brightness or appear desaturated. Burn-in effects are also possible, and if the image is to be HDR Snow White, it will instead lose its brightness. Because we have a highly saturated and bright color burst pattern on screen, you can see that these areas are significantly dimmer than on the reference monitor or in the QLED TV. The Neo QLED TV does not have these weaknesses of a significantly reduced color volume, and in particular, bright scenes can be reproduced at a very good level. In many situations, the TV presents an image that comes very close to that of the mastering monitor. Its disadvantage is the not quite as deep black in situations where dark images are combined with bright highlights. Dynamic metadata is helping modern TVs scene by scene to make tone mapping adjustments in order to get close to the impression on the mastering monitor. TVs with lower capabilities in terms of luminance and color volume highly benefit from scene-by-scene dynamic metadata. So this scene-by-scene dynamic metadata is helping those TVs in order to make dynamic tone mapping decisions in order to get closer to the image impression on the mastering. If your TV is already close to the capabilities of a mastering monitor, the need of dynamic metadata is a lot lower. Merci du fond du cœur Florian pour avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
pour avoir tourné ces éléments et pour m'avoir aidé à créer cette vidéo. Thank you for listening and spreading the word, Jay. I'm hoping that many people will see this and maybe visit my website FFDE or my YouTube channel and see more videos. Anyway, thumbs up for good HDR. Goodbye. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. Comme d'habitude, j'ai pas fait ça tout seul, j'ai eu beaucoup d'aide. Je voudrais remercier tout d'abord les équipes de Samsung USA, à savoir Bill Mendel, Suzy Yoon, Steve Larson, Elisabeth Morgenstern, les équipes de Samsung France, à savoir Olivier Boissard, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible, Maureen Henry, Alexis Rollin et Mathieu Bénard. Et enfin, Guillaume de Keating Art de Samsung Londres. Bien sûr, encore une fois, Florian Frerich pour son aide précieuse, et aussi Anna Doublet de Sony France pour le prêt du HX310. Alors il vous a pas échappé que Sony n'est pas un partenaire HDR10+, mais ils étaient intéressés par le projet et ils ont joué le jeu, donc vraiment merci du fond du cœur. Je voudrais remercier Jean-Pierre Fournier et les équipes de Postlogic pour m'avoir prêté le boîtier AJA, et enfin Yacine Akadiri, Alan et Karl de Boulanger pour leur aide précieuse. Ça a été un travail considérable de vous proposer ce contenu, donc n'hésitez pas à le partager s'il vous a plu, parlez-en sur les réseaux, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.